Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission hors de prix. Aujourd'hui, nous allons parler de la vidéo qui a fait le buzz de AgroParisTech, 800 000 vues en un mois. Ces jeunes étudiants d'AgroParisTech qui remettent en question leur propre discipline pour se diriger vers des métiers hors agriculture industrielle, agriculture intensive. Et je pense que cette vidéo a permis de pas mal libérer la remise en question de notre système. Mais avant de se lancer dans ce sujet assez passionnant, nous allons regarder la rubrique toujours plus tarée de Marc Chilan. Avec un monde monétaire, c'est toujours la fête à l'intelligence humaine. Au menu, passe-droit et passe-droit. Je vous explique. En Europe, les élus du Parlement ont acté la fin des moteurs thermiques à pétrole pour 2035. Mais il y aura une exception pour les producteurs de voitures de très grand luxe dont le prix de base dépasse les 200 000 euros. Ils n'auront pas à se conformer à un objectif en 2030 d'avoir atteint les 55% de réduction de leurs émissions de CO2. La neutralité carbone, quand même, mais seulement à partir de 2036, soit un an après les autres. Quant aux fabricants qui produisent moins de 1000 unités par an, comme Bugatti et d'autres marques de luxe, aucune restriction. Vive le fric et les avantages que cela procure. Rappelons au passage que grâce à la monnaie, comme la demande mondiale de pétrole risque de baisser à cause de cette interdiction des moteurs à pétrole en 2035 en Europe, les prix du pétrole vont probablement aussi baisser, ce qui avantagera ceux qui utiliseront toujours du pétrole. Avec la monnaie, on pillera la nature jusqu'à la dernière goutte. Au Mexique, cette fois-ci, c'est Nestlé et d'autres fabricants de produits très sucrés et très gras qui ne sont pas très contents parce que le gouvernement leur impose une étiquette qui met en garde contre les excès de calories et de sucre ajoutés. Et surtout, taxe le sucre et restreint la pub pour les enfants. Ainsi, les gouvernements suisses, ceux des USA, du Canada et l'Union européenne, ont donc défendu leur industrie sous prétexte de libre-échange commercial. Voyez au passage une certaine hypocrisie de l'Europe, qui a adopté ces restrictions pour ses citoyens, mais qui veut continuer à vendre ses produits chez les autres. En France, l'industrie du sucre est très puissante. Heureusement, le Mexique a résisté et a adopté ces mesures. Il faut dire que chez eux, il y a 76% de personnes obèses ou en surpoids. Reste la question, est-ce que le Mexique a pris ces mesurettes, car ce sont quand même des mesurettes, pour réellement faire baisser l'obésité, ou parce que le coût pour la sécurité sociale mexicaine, qui, rappelons-le, prend en charge 100% des factures de soins, est devenu trop exorbitant? Et oui, l'intelligence humaine dépendra toujours de l'impératif de rentabilité monétaire dans un monde monétaire. On n'en sort pas, sauf à en sortir. Merci Marco. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Manu, on va commencer par toi. Il y a une remise en question en ce moment, et donc il n'y a pas que AgroParisTech, il y a aussi, vous savez, je crois que l'année dernière, on parlait de la grande démission aux États-Unis, plein de gens qui ne voulaient plus travailler parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait plus de sens dans leur métier. Je sais qu'en ce moment, il y a plein de secteurs qui cherchent énormément d'employés, le secteur du bâtiment, le secteur de la restauration, on a le secteur aussi du transport. Et donc, il y a une remise en question du sens dans nos vies. J'ai l'impression, moi, que autant avant, il fallait travailler, il y a une fierté de l'emploi. Et aujourd'hui, on a peut-être une nouvelle génération qui n'est pas forcément feignante, mais qui est en train de se dire, mais la vie, c'est pas ça. Toi, Manu, tu penses quoi de cette génération? Est-ce que c'est de la fainéantise ou au contraire, on a envie de vivre, vraiment vivre maintenant? Je sais pas si c'est vraiment une question d'envie de vivre ou si c'est la gravité en fait de la situation écologique et sociale qui pousse les gens à se dire est-ce qu'on veut collaborer quoi. Le mot est très connoté, mais voilà, est-ce qu'on veut collaborer ou est-ce qu'on veut démissionner ou trouver des solutions quoi. Et donc le sens est important par rapport à ça. C'est-à-dire que tout le monde est prêt à faire des sacrifices pour gagner sa vie, pour avoir un petit peu d'argent. On peut faire des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Mais le problème, c'est quand le sens de ce qu'on fait est en fait un sens profondément négatif, destructeur. C'est là que ça devient trop et qu'on s'interroge sur le sens, quoi. Moi, je le vois plutôt comme ça. Je crois pas que ce soit une génération plus éclairée qu'une autre, hein. C'est juste la gravité de la situation qui nous pousse à réagir.
Très intéressant. Je n'avais pas vu ça comme ça. Jean-François, t'en penses quoi, toi, de ces jeunes d'AgroParisTech? Moi, je pense d'abord qu'il y a beaucoup à dire sur leurs prestations et contrairement à ce que dit Manu, je pense que cette génération-là, surtout la génération des gens qui sont un peu privilégiés quand même, hein, culturellement, financièrement, socialement, ça évolue sacrément quand même. Hein. Moi, j'ai vécu dans les 30 glorieuses. On n'aurait jamais imaginé un tel discours. Quoi, hein. Même au début du 21e siècle, c'est pareil. Quoi, hein. Là, ils posent des choses qui sont quand même assez fondamentales. Quoi, hein. Moi, j'ai vu au moins 5 points qui étaient intéressants. C'était leur sémantique. Ils inventent des mots hein, qui ne sont pas habituels. Ils résistent à tous les oxymores de notre société. Hein. Ils les démolissent les uns après les autres. Ces jeunes, là, ils sont en train de penser graphiteria au lieu de foire exposition. Ils pensent habitat et jardin partagé plutôt qu'HLM. Ils pensent AMAP plutôt que Biocop. Hein. Ils pensent atelier participatif à la place du garagiste du coin, des Fab Labs à la place du bricorama, des salles à la place du commerce, du covoiturage à la place, etc. Quoi, hein. Il leur manque une chose, c'est de penser une institution qui ne soit plus là pour gérer l'argent. Hein, là, ils n'ont pas pensé à ça. Bon. Mais ça viendra, c'est obligé. On ne voit pas comment ils vont y échapper. Hein. Et ça, c'est vraiment neuf. Et c'est une question de génération. Moi, je le vois avec mes petits-enfants hein, qui sont de cet âge-là. Hein. Même avec leurs parents, ils ont du mal à échanger, alors qu'avec moi, on se retrouve sur la même longueur d'onde. Hein. C'est quand même bizarre. Quoi. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé vraiment super, c'est qu'en fait, ça a fait le buzz en soi. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait quelque chose d'assez libérateur, j'ai l'impression, pour le public. C'est-à-dire que, voilà, officiellement, il y a des gens, le jour normalement le plus important des études, quand même la remise du diplôme, où ils nous donnent quand même l'exemple de dire on a le droit de dire non à ce qui a été fait, on a le droit de dire non à ce qui est la pensée centrale. Et je trouve ça vraiment extraordinaire et je pense que ça peut inspirer d'autres personnes et d'autres étudiants à faire ça. Alors, c'est vrai que peu de temps après, il y a eu, elle s'appelle Anne-Fleur Le Gol, ou Gol tout court, excusez-moi Anne-Fleur si je me suis trompé, où elle a fait un discours aussi très, voilà, qui fait un petit buzz aussi, mais à l'école d'HEC. Alors, on n'est pas vraiment en question le commerce, mais elle interpelle tous ses collègues, ses jeunes étudiants de sa promo, à surtout mettre en priorité l'écologie. Alors, ce n'est pas vraiment la remise en question de l'institution comme a fait AgroParisTech, mais je trouve ça pas mal. J'espère que ça va être dans l'air du temps, d'avoir surtout la nouvelle génération qui s'y mette à vraiment remettre en question, reprenons tout à la base, revoyons nos fondamentaux. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Manu, il me semble qu'il y avait ensuite le directeur d'AgroParisTech qui a essayé de se défendre. Il avait dit oui, mais comment vous comptez nourrir 7,5 milliards de personnes toi, tu répondrais quoi à ça je me pose la même question. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'avec des moyens artisanaux, avec juste du petit maraîchage, on puisse vraiment y parvenir. Je me suis un petit peu renseigné. J'ai vu que selon certaines modélisations, on pouvait nourrir jusqu'à 10 milliards, 11 milliards et demi d'êtres humains. Au-delà, ça serait normalement impossible d'y arriver de manière durable, hein, c'est-à-dire sans empiéter sur les limites écologiques. Donc à mes yeux, il y a une vraie tension quand même sur ces sujets, et c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'ingénieurs agronomes qui ont des capacités, des connaissances pour trouver de nouvelles manières de produire. Aussi de l'agroécologie, hein, parce qu'ils n'y sont pas du tout étrangers, et c'est d'ailleurs présent dans les disciplines enseignées dans les écoles d'ingénieurs agronomes. Et donc oui, moi je trouve que c'est une vraie question, quoi. C'est facile de démissionner comme ça et de se retrouver dans des petits projets, mais bon, voilà, on est quand même de nombreuses bouches à nourrir. La France, c'est un pays qui est quand même c'était le premier exportateur, c'est maintenant le 5e mondial hein, en termes d'agriculture, quoi, de produits agricoles. Donc
c'est une vraie nécessité pour l'Afrique. Il faut nourrir les gens. Et c'est pas juste en faisant des choux-fleurs chez le maraîcher, c'est aussi des céréales, c'est des grosses productions, quoi. Aujourd'hui, si on arrive à des rendements très importants, c'est grâce à de la mécanisation, c'est grâce à de l'industrialisation. Donc, ça a des défauts, mais je pense pas qu'on puisse vraiment s'en passer. Ça me paraît franchement un peu utopique, hein. Après, moi, ce que j'en sais alors bon, je suis pas expert et donc je suis pas trop à l'aise à parler de ça. Ça aurait été peut-être pas mal qu'on ait vraiment l'avis d'experts, mais de ce que je m'y intéresse, je crois qu'on peut avoir à peu près le même rendement, voire plus de rendement en matière écologique. La seule chose, c'est qu'effectivement, les agriculteurs, je pense que Jean-François pourrait nous donner plus le chiffre que moi, mais ça représentait, c'était peut-être 50-70% des Français qui étaient agriculteurs. J'exagère peut-être. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, les agriculteurs représentent une toute petite partie de la population. Alors, moi, ce que j'imagine, c'est que dans un monde post-monétaire, les gens, il y en a plein qui adorent remettre les mains à la terre. Donc, est-ce qu'on ne serait pas plus au champ, au lieu d'être 5%, on serait peut-être 15-20%? Et est-ce qu'on ne pourrait pas contrebalancer? Parce que le truc, c'est que la monoculture industrielle, elle est mortifère au niveau des sols, quoi. C'est-à-dire que les rendements sont de plus en plus difficiles, il faut mettre de plus en plus de pesticides, c'est de plus en plus acidifiant. Et je pense qu'il n'y a pas trop d'avenir, mais il y aura peut-être un entre-deux à envisager entre voilà, l'industriel et puis peut-être progressivement, en mettant peut-être de plus en plus de gens dans cette passion-là, à pouvoir passer à un mode plus de mode permaculture. Jean-François, tu voulais dire quoi? Oui, je voulais dire que la réponse à votre question, là, elle se trouve sur le site d'AgroParisTech. Il se trouve qu'AgroParisTech a une ferme modèle, hein, de 400 hectares avec 25 employés à plein temps qui travaillent sur les terres, plus une armée de chercheurs, plus les stagiaires d'agro qui viennent sur place, etc. Donc, ils ont du monde. Et alors, ils ont fait une affiche pour présenter à leur femme, qui est extraordinaire, et qui dit nous nourrissons, je ne sais plus combien, c'est 24 000 ou je ne sais plus combien, 24 000 personnes par an. 4 000, ça paraît bien. 4 000. Ou 4 000, je ne sais plus, 4 000 ou peu importe le nombre. Et moi, j'ai un gendre, ex-ingénieur EDF, qui maintenant est maraîcher bio. Donc lui, il a 3 hectares. Il travaille tout seul, de temps en temps, il a un ouvrier qui vient l'aider. Et il nourrit 2 AMAP de 50-60 personnes, 2 restaurants, plus sa famille, plus les gens qui viennent acheter des légumes directement sur le terrain, hein, la vente à la ferme. En gros, il nourrit à peu près 200-250 personnes, quoi, hein. Si on fait la règle de 3 par rapport au chiffre qui est donné à AgroParisTech, mon petit maraîcher bio de gendre, il est 4 fois plus rentable, il produit 4 fois plus que AgroParisTech. Ça pose question quand même, non? Ouais, je suis pas sûr de ces chiffres parce que ça dépend toujours de la façon de calculer. C'est pas parce qu'il donne à manger à tant de personnes qu'il les nourrit d'une manière entière. C'est-à-dire que les nourrir entièrement, ça veut dire faire de la farine, faire de l'huile, faire de la viande, faire ceci, faire cela. C'est des grosses productions qu'un maraîcher ne peut pas du tout assumer. Donc, je ne sais pas exactement quel est le mode de calcul pour dire voilà, qu'un maraîcher peut nourrir tant de personnes. J'ai des chiffres, je vais vous les donner. En 1982, 15, c'est le nombre moyen de personnes nourries par un agriculteur, un seul. En 2008, c'est 60. En 1980, il y avait 100 000 fermes en France. En 2010, il y en a 490 000, c'est-à-dire moins de la moitié. Le problème, c'est peut-être ça, hein. Une agriculture sans les paysans, c'est une catastrophe, hein. Ça ne peut être que mécanisé, avec des énormes tracteurs qui tassent la terre, avec des semences industrielles qui ne peuvent pas se reproduire, donc on est obligé de racheter, et qui sont prévues pour réclamer beaucoup d'intrants, hein, engrais, pesticides, fongicides, insecticides, etc. Hein. Les calculateurs, hein. Avec un gros tracteur, on laboure à 40 cm de profondeur, ce qui est une catastrophe, parce que les petits micro-organismes anaérobies, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'air, ils se retrouvent en surface, ils crèvent,
Et ceux qui sont aérobies, c'est-à-dire qui vivent en surface, ils se retrouvent à 40 cm et ils crèvent. Hein. Oui, je sais, Voilà. Donc, on est en train de tuer la Terre. Alors, si on continue à réfléchir sur ce faux problème de nourrir la planète, on va dans le mur, quoi. Hein. C'est évident que ce n'est pas la culture industrielle qui va pouvoir nourrir la planète. Ça, c'est certain. Par contre, hein, un jardin, un petit élevage, c'est bien plus rentable que toute industrie. Hein. Le mode de culture le plus productif en France, et là, il y a eu des chiffres et des études, hein, en comparant l'agriculture conventionnelle à l'agroforesterie, le bio ordinaire, la permaculture, etc. Quel est le plus productif? C'est le jardin ouvrier. C'est étonnant. Il fait pas de céréales. Ben oui, mais il pourrait en faire. Non. On pourrait faire. Comment non? Ah, ça, Ben, alors là, par contre, là, je peux vous donner des adresses de paysans qui font. C'est surtout les éleveurs hein, qui font de quoi se nourrir hein, en potager, qui font des céréales pour les animaux, hein, en plus des pâtures. Hein. Avec des pâtures. Et donc, c'est vraiment une polyculture. Et ils sont terriblement rentables, bien plus rentables que les fermes de 1000 vaches, que les fermes avec 5000 cochons dans un hangar, que les meilleurs un poulailler qu'on ait. Les chiffres sont clairs. Mais à chaque fois qu'on donne ces chiffres-là de façon précise, ils sont sur Internet, on les trouve. Hein, aussitôt, on reçoit des quantités de commentaires en disant c'est n'importe quoi, vous ne vous rendez pas compte, vous revenez au Moyen-Âge. Mais c'est faux. Parce qu'en plus, on a la technique. Maintenant, oui. Jean-François, je te coupe, mais c'est vrai que aussi ce qu'il faut penser, c'est que le pétrole, il va être raréfié. Et c'est vrai que l'agriculture industrielle va aussi être énormément pénalisée par ça. Moi, je pense qu'il y a quand même deux leviers qu'on peut avoir hein, pour aller un peu dans ce sens-là. Le premier, c'est d'éviter le gâchis. Hein, je ne sais pas si vous savez qu'il y a 40% de la nourriture mondiale, en gros, qui est perdue à un moment ou à un autre. Et aussi, ce que j'imagine, c'est vraiment les enfants, et je pense qu'ils aiment bien, tous les enfants adorent planter des graines, les voir pousser, et d'enseigner au plus jeune âge dès que c'est possible. Puis je pense que c'est important aussi pour qu'on ait une culture du vivant pour tous les citadins. Hein. 50 à 70% des gens vivent dans des villes et plein d'enfants ne savent même pas comment poussent des plantes, n'ont vraiment aucune connaissance en biologie. Mais je pense qu'il faudrait effectivement qu'on développe certainement un peu plus quand même ce rôle qui est central pour ceux qui ont du temps, ceux qui ont des jardins, d'avoir des connaissances élémentaires, même si ce n'est pas forcément le jardin le plus florissant, mais au moins faire de la permaculture, simplement des produits de base, hein, des légumes, des fruits, des fruitiers qui ne demandent pas trop d'entretien. On aurait peut-être des éléments de réponse, quoi. Mais peut-être effectivement avec une transition entre le tout pétrole et le sans pétrole et d'industriel à la permaculture. J'aurais voulu rappeler l'histoire quand même d'AgroParisTech. C'est une très ancienne école. Hein. C'est la recherche agronomique, c'est quelque chose qui est suivi depuis l'époque des rois, la Révolution, le XXe siècle. C'est une école où il y a un enseignement quand même. Il y a plusieurs écoles on forme les ingénieurs aussi donc à l'agroécologie, hein, aussi donc à des techniques alternatives à la culture dans les pays du Sud. Donc le personnage là de René Dumont qui a été donc élève dans cette école, qui a été professeur dans cette école, qui a été donc le premier candidat écologiste en France en 74. Il a commencé sa carrière en vendant l'agriculture mécanisée, les engrais, etc. Et puis, il s'est retourné, il a bifurqué en cours de carrière et il a montré les ravages que ça causait. Il s'est énormément intéressé donc, au rapport avec la sociologie dans les pays du tiers-monde. Donc, il y a des cours de sociologie qui sont organisés dans ces écoles, d'anthropologie, il y a de tout. Et donc, il y a un professeur de sociologie d'AgroParisTech qui a fait un commentaire, je l'ai trouvé sur Mediapart. Elle s'appelle Florence Pinton. Elle a dit « Cet appel est révélateur d'une crise de confiance des étudiants envers la science pour répondre aux bouleversements écologiques. Il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Ces étudiants font acte de courage, même s'ils sont un peu caricaturaux et ingrats. »
Ceux qui veulent s'ouvrir à d'autres discours politiques peuvent trouver les enseignements qui leur correspondent à AgroParisTech. Je crois que c'est vrai. Mais ils nous poussent à une remise en question et j'espère qu'elle va avoir lieu car il y a urgence sur la nécessité d'un changement de paradigme. Jean-François, tu voulais rajouter quoi? L'autoroute du profit mène au péage. Tu payes, tu passes. Tu ne payes pas, exit. Ou alors tu bifurques. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Merci pour tout. Merci de nous avoir suivis. Merci Jean-François. Merci Manu. À la prochaine. Ciao. Bye bye.